Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Je vous invite, bonjour à tous, Sylvain Saint-Don, Baseball Québec, directeur technique. Vous mentionnez que présentement, vous assistez à la deuxième présentation sur le haut niveau, notre réforme qu'on a fait récemment et qu'on est en train de vivre là, pour les prochaines années. De ne pas vous gêner, évidemment, si vous avez des questions, etc. Sous forme de webinaire, c'est évidemment le chat qui est dans le bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions. Je vous invite à poser des questions quand vous voulez. À la fin, moi, je vais les relire et je vais pouvoir répondre à des questions. À ce moment-là, sans problème, de ne pas vous gêner, etc. Donc, on va partir ça. Share. Good. Tout le monde voit bien, j'imagine? Good. Donc, on parle de la réforme du haut niveau, la deuxième partie. Je vous ramène un petit peu à l'ordre à l'effet que chaque fédération sportive doit donner 5 grands thèmes au ministère de l'Éducation pour sa vocation. C'est des thèmes qui concernent évidemment l'initiation au jeu, le côté récréatif, compétition, haut niveau, etc., qu'on a vu la semaine dernière. C'est ça. Excusez. Ici, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser surtout, c'est le niveau, les 4 et 5, qui est le secteur de la compétition et le haut niveau. Je tiens quand même à vous répéter et à souligner l'importance d'avoir une base de membres très élevée, à part d'être exception faite si tu es un sport émergent. Tu as besoin d'une grande base. Il n'y a pas un sport qui échappe à ça. Donc, plus que de population qui joue au baseball, mieux que c'est pour développer des talents. Je donne un exemple la semaine dernière qu'un Sidney Crosby sur 100 000 joueurs de hockey. Si on a 200 000 joueurs de hockey, il y a des chances d'avoir 2 Sidney Crosby qui traînent. Donc, on est là-dessus par rapport à une grande pyramide. Puis, on voit une belle évolution de Baseball Québec. On est un des seuls sports traditionnels présentement qui n'est pas en régression, à part la mauvaise année de 2020 pour les raisons qu'on connaît. On se souvient aussi qu'on parlait plus de développement, un sport à développement tardif, mais on parlait surtout de spécialisation appropriée. Donc, on parlait des opportunités, quand est-ce qu'on avait les opportunités, puis qu'on pouvait toutes les mettre dans le même panier, nos œufs dans le même panier. On va se souvenir qu'on parlait de l'équipe Canada Junior, donc 18 ans et moins de Team Canada pour aller au championnat du monde. On parlait des collèges américains et du repêchage du baseball professionnel. On se souvient que toutes ces opportunités-là arrivent quand notre joueur a 17-18 ans. Donc, après ça, on peut toujours aller vers les collèges, on peut toujours être repêché. Il est trop tard pour l'équipe nationale, mais les opportunités arrivent à ce moment-là. Donc, on s'était dit que pour vraiment profiter des opportunités, il fallait que l'ABC soit sur la coche pour nos joueurs de 16 à 18 ans avec une ligue de haut niveau, un encadrement annuel, beaucoup de technologie, maintenant une équipe de soutien intégré, des spécialistes, préparateurs mentaux, nutritionnistes, tout ce monde-là l'entour de l'ABC pour qu'on soit sur la coche pour qu'on puisse avoir accès à des niveaux supérieurs. On s'est dit évidemment que pour être bon à l'ABC puis qu'on peaufine le talent, il fallait que les joueurs qui nous arrivent soient très bons. Donc, on pense que tous nos professionnels de baseball, nos coachs impliqués dans nos sports-études, etc., peuvent avoir un impact sur le baseball 3A. Donc, nos 15-17 ans, ceux qui sont dans le cercle d'attente pour l'ABC, ils doivent être encore meilleurs grâce à nos professionnels du baseball. Et on s'est dit qu'évidemment, plus que nos coachs de sport-études reçoivent les joueurs avec des qualités puis avoir des atouts très intéressants, l'importance du baseball 2A on commence à attaquer les jeunes dans le coin de 13-15 ans pour avoir un impact positif sur eux, pour qu'ils performent bien dans le 3A, qu'ils aient l'ABC puis qu'ils fassent le chemin un petit peu. On avait évoqué le continuum un peu qu'on avait, que ça commençait un peu par là, le haut niveau, nos regroupements 2A, puis on s'en allait dans la portion Red Hot, la portion rouge vers l'équipe nationale. Donc, la semaine passée, on s'est attardé surtout là-dessus. Cette semaine, on va regarder un petit peu plus qu'est-ce qui est fait pour cette braquette-là, un peu plus dans le bleu poudre.
Je tiens encore à vous signaler le jargon un peu qu'on utilise maintenant dans pas mal tous les sports. On parle d'identification de talent qu'on a déjà vu pour les 15-18 ans. Identification, pensez toujours à pointer du doigt, dans le sens que toi, vous allez dans cette équipe-là, on vous a sélectionné, tandis que la détection de talent, c'est pour faire une base très large où on va avoir des noms, on va connaître des individus, mais ces mêmes personnes-là ne seront pas nécessairement capables de voir qu'on s'intéresse à eux, mais nous, on les connaît déjà. Donc, c'est un peu ça la détection de talent, puis on est là-dedans ce soir pour notre exposé. Quand on a parlé on a fait un groupe de travail pour le baseball 2A, puis on a cheminé dans des idées. Voici les grandes lignes qui sont sorties à l'intérieur de toutes nos discussions avec le groupe de travail du baseball 2A. Évidemment, on voulait uniformiser l'encadrement de tous les joueurs 2A, peu importe que tu sois du Saguenay, Gatineau, Montréal. On voulait que tout le monde ait le même genre d'encadrement. On avait aussi l'importance d'accorder une offre de service entre les ligues qui était similaire. Donc, on ne voulait pas qu'au final, qu'on se dise « Ah, t'es bien chanceux, tu joues dans la Ligue de la Rive-Sud, toi, c'est pas pareil, c'est meilleur. » On trouve que ça n'a pas de sens maintenant, rendu en 2021, qu'on n'ait pas les mêmes genres de structures. C'était clair aussi, même pour notre groupe d'intervenants, qu'on voulait avoir des critères de sélection. On voulait aider les sélections maintenant avec les programmes sport-études. En particulier, on est capable de savoir là, à quelle vitesse qu'un joueur de 13 ans lance, à quelle vitesse il court, quand il frappe la balle, à combien de milles à l'heure qu'elle sort de son bâton. Donc, avec tous ces tests-là, on est capable de donner des guidelines aux équipes 2A pour dire un joueur 2A, là, voici le profil à quoi ça peut ressembler pour donner un petit coup de main pour les sélections des équipes 2A. On parlait aussi d'avoir un encadrement technique par Baseball Québec. Ça voulait dire qu'on veut préparer technico-tactique, de voir qu'est-ce qui peut être fait durant l'été pour que nos joueurs aient un cheminement, qu'ils soient capables de dire, OK, au mois de mai, les souricières, il faut que ça soit maîtrisé. Voici les morceaux à travailler, etc. Puis qu'on ait un peu ce même genre d'encadrement-là partout dans la province pour que tous nos joueurs de 2A puissent bénéficier d'une structure avancée. On voulait aussi avoir un candidat de compétition qui répond à des standards de développement puis selon la division. C'est sûr que des 11 ans et moins versus des 18 ans, avoir le même nombre de parties ne fait aucun sens. Comme trop souvent, on avait, je ne sais pas, une ligue de 11 équipes, donc on avait 10 adversaires, on se disait, OK, on joue 20, 30 ou 40 matchs. Non, il faut aller plus loin que ça. Il faut répondre à des standards par rapport à qu'est-ce qu'on veut développer, c'est quoi le groupe d'athlètes, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et non pas y aller avec des standards de l'équité, des parties de ligue, etc. Et dans le même ordre d'idée, on avait établi aussi qu'il fallait mettre des facteurs de réussite. Est-ce que c'est normal qu'on ait le même genre de baseball pendant la période de l'école, puis quand l'école est finie, on a encore les mêmes joutes, les mêmes offres de services? C'est-tu normal? Les régions éloignées, est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on permet à Saguenay, au Bas-Saint-Laurent, à l'Outaouais même, de bien se développer à l'intérieur de notre structure? Est-ce qu'on donne un coup de main aux familles? Est-ce que c'est une bonne chose qu'une famille fait 2 heures de taux puis ça rentre jouer un match un dimanche après-midi à 1 heure et la journée au complet de la famille est complètement scrappée parce que le bloc est dans plein milieu de la journée? Alors, on serait-tu avantagé à mettre des parties à 10 heures le matin puis de profiter le restant de la journée en famille, etc. C'est tous ces facteurs-là qu'il faut commencer à tenir compte un peu plus pour être capable d'avoir un impact majeur sur notre structure. Par la suite, on avait distingué très clairement que maintenant, avec tous les coachs qu'on a dans la structure de haut niveau, au niveau de nos sports-études, nos professionnels qui gagnent leur vie là-dedans, l'expertise qu'on a, c'est le fun. Mais moi, dans les derniers tournois, j'ai pu assister dans les championnats provinciaux, autant au niveau du défunt Bantam, puis oui, 13U, 15U, qu'on avait. Mais ça faisait longtemps que je n'ai pas vu autant de bons talents au niveau coaching, au niveau des organisations, c'est solide, avec des belles pensées, etc. Je pense que notre baseball, au niveau des ressources humaines, n'a jamais été bon de même. Donc, c'était clair pour Baseball Québec qu'on avait maintenant le talent et la qualité pour être capable que notre baseball 2A dans nos 13U, 15U fasse partie maintenant d'une sphère de réseau de développement puis qu'on puisse s'enligner pour passer à un niveau supérieur.
Et l'idée qu'on avait, évidemment, c'était un peu de suivre le calendrier qu'on a à l'Académie de baseball du Canada, qui est scindé un peu dans le style du baseball mineur, où on a une période axée plus sur le développement, puis une période qui est axée un peu plus sur la compétition. Donc, à l'image de l'Académie de baseball du Canada, notre système 2A dans le 13U, 15U va aller dans ce sens-ci, où est-ce qu'on va avoir une saison de développement puis une saison de compétition. Évidemment, c'est annexé avec l'école. On suit un peu le beat de l'école. Les semaines 1 à 8, où est-ce qu'on va avoir des parties de ligue entre 24 et 28 matchs. On parle de 3 parties semaine, une pratique. Donc, dans un monde parfait, on jouerait une partie le mardi, le jeudi, une pratique et le samedi, un programme double. Ça pourrait être le genre de cédule qu'on aimerait. On a beaucoup, à cause de la COVID, on a exploité beaucoup les journées fixes les dernières années, les 2 dernières saisons. Et le bagage de compliments des parents, c'était comme ah, c'est bien le fun, on sait que c'est telle journée, telle journée. C'est quelque chose qu'on aimerait bien être capable de répéter sur l'intérieur de nos CE2A, de mettre des journées fixes d'entraînement. Évidemment, disponibilité de terrain, il y a des variables qui rentrent en ligne de compte, mais c'est le souhait qu'on a un petit peu en arrière de tout ça. Évidemment, on parlait tantôt d'avoir un encadrement technique. Bien, par semaine, on aimerait ça avoir un thème, avoir des cahiers de jeu pour dire que toutes les équipes suivent un peu la même tendance. Chacun des entraîneurs, chacune des organisations peuvent y mettre le parfum qu'ils veulent, mais grosso modo, on sait que tout le monde, la 3e semaine du mois de mai, travaille tel aspect, tel aspect, tel aspect au niveau provincial. Les échauffements avant les matchs se font de telle manière, pour avoir un genre de cadre et permettre à tout le monde d'avoir un maximum de développement et de voir l'impact que ça peut avoir sur tous les joueurs. Et on parle de la même chose d'une réglementation uniforme. Si on se dit, Robert Brousseau a fait un peu le tour des 3 ligues pour voir tout ce qu'il y avait comme réglementation de maison. Si on donne l'exemple qu'une des ligues a un maximum de manches lancées par un lanceur qui est de 25 des manches de son équipe, bien, si on arrive avec ce règlement-là, bien, on sait automatiquement qu'on est sûr de développer 4 à 5 lanceurs par équipe. Donc, par cette réglementation, on est sûr d'avoir du développement. Si une ligue ne permet pas que le même joueur soit frappeur désigné 2 matchs en ligne ou qui ne mette pas du tout de frappeur désigné pour éviter qu'un jeune soit confiné à aller juste frapper, pas jouer en défensive, c'est le genre de réglementation qu'on peut faire, qu'on peut mettre de l'avant pour qu'elle soit axée sur le développement. Comme au niveau du 17U 3A, on utilise quand il y a égalité rendue à la dernière manche, même pas à la manche supplémentaire, mais dès qu'on arrive à la 7e manche puis une égalité, on joue immédiatement les règles de prolongation au niveau du coureur sur les buts pour que les matchs se dénouent plus rapidement, pour qu'on ait le système un peu plus là, en shakeage un peu, où il y a des coureurs sur les buts, puis l'enjeu de la partie va se décider là. Donc, on pense que ça amène énormément au niveau de développement et ça permet de finir des matchs un peu plus tôt et respectés par rapport aux besoins de l'école, etc. Donc, c'est ce genre de réglementation-là qu'on veut uniformiser partout dans la province. Et évidemment, bien, on veut en profiter pour faire des zooms avec les entraîneurs. Maintenant que la technologie, on est pas mal tout habile avec, on est capable de se rencontrer puis de se donner des points de rendez-vous, dire, bon, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, on met-tu l'accent là-dessus, OK, qu'est-ce qui ne marche pas, on fait tout de suite des corrections pour préparer 2023, etc. Je pense qu'on est rendu là. Pour les semaines 9 à 16, on s'en va dans une saison beaucoup plus axée sur la compétition. Il y a évidemment tous les tournois 2A et il y a beaucoup d'événements, particulièrement dans le 15U, où on va parler de détection de talent. Les événements comme la classique Claude Raymond, qui est pour les 14 ans maintenant, où on parle de sélection de joueurs, évidemment, et une nouveauté qu'on va installer un peu partout dans la province à partir de cet été, où on va avoir des tournois de détection de talent qui vont s'appeler les tournois des médailles, où ce qu'on va avoir, on prend l'exemple du 15U, si on a 30 équipes 15U 3A à l'intérieur de la structure, bien, sur les 30 équipes, il y a 10 équipes les 10 meilleures équipes vont disputer le tournoi de la médaille d'or, les 10 équipes médianes, le tournoi de la médaille d'argent, et les 10 équipes de bas de peloton vont se disputer le tournoi de la médaille de bronze. Comme ça, on a des tournois où il y a des tournois à la ronde de 3 ou 4 matchs qui se jouent. C'est toutes des parties serrées parce que c'est toujours des équipes du même calibre qui s'affrontent et ça permet d'avoir de la compétition qui est saine et qui est au niveau de la même force. Évidemment, dans tous ces tournois-là, ben, il va y avoir quelqu'un de Baseball Québec qui va dans chacun des tournois pour s'assurer que les plus talentueux vont être capables d'être invités au camp de l'ABC qui a lieu au mois de septembre là, dans l'année qui va suivre.
Par la suite, bien, les championnats provinciaux qui, encore une fois, ont statut à chaque année. On veut les mettre à la fin juillet, début août, là, par rapport au tout, dépendamment aussi du championnat canadien, mais pour préparer les séries d'une façon plus facile par la suite. Les Jeux du Québec 15U pour cette année, vu que c'est la reprise de 2021 qui n'a pas eu lieu, puis que les terrains ont été faits aux dimensions, évidemment, pour accueillir les Jeux de 2021. Mais c'est clair qu'on s'en va en 2023 vers le provincial 15U, évidemment, mais les Jeux du Québec vont passer de 15 ans à 13 ans. Et quand on parlait de détection de talent, si vous vous souvenez un petit peu, on parlait que c'était important de ratisser très large au niveau de la détection de talent. Et dans tous nos événements, des championnats provinciaux, normalement, on parle d'environ 160 joueurs. Les Jeux du Québec, qui sont les régions administratives des Jeux du Québec, donc ce n'est pas le choix de Baseball Québec. C'est évidemment la compétition où il y a le plus de joueurs qu'on peut avoir chez nous. Donc, ça va être le début de notre histoire de détection de talent, ces 285 joueurs-là, où on va ratisser très large pour, par la suite, bien, profiter de ça pour l'année suivante, de préparer la classique Claude Raymond en vertu de ça. C'est ça pour la sélection. Évidemment, on va mettre l'accent aussi sur les séries éliminatoires qu'on trouve bien importantes, et c'est les séries éliminatoires qui se fait tout partout au Québec, où toutes les équipes sont impliquées. On peut jouer un tournoi à la ronde de 9-10 matchs et il faut que ça dure pendant 2 semaines. Tout ça pour dire qu'on va finir l'année avec un tournoi des champions où ce que les champions des 3 ligues plus l'équipe haute vont s'affronter dans un tournoi des champions, possiblement en septembre, où on va être capable d'élire la meilleure équipe 2A de la province. Donc, c'est un peu ça qui attend notre structure 2A dans le 13U, 15U. Si vous remarquez, on n'a pas parlé du 18U puis du 11U 2A. 18U 2A, il faut comprendre qu'on n'est pas nécessairement dans le créneau de haut niveau. Si on pense aux joueurs de 18 ans, bien, les meilleurs 18 ans sont à l'ABC, Junior Elite, et la 3e vague se retrouve dans le 2A, qui n'est pas la fin du monde, mais c'est simplement que ce n'est pas nécessairement le haut niveau. Même chose un peu pour le joueur de 17U 2A qui se retrouve dans ce calibre-là. Ben, il n'a pas fait l'ABC, il n'a pas fait l'ancien Midget 3, si vous voulez. Donc, il se retrouve aussi dans une 3e catégorie. Donc, on n'est pas dans le haut niveau, mais c'est bien important pour Baseball Québec qu'on y offre un calendrier de compétition puis une année que le jeune de 18 ans va triper bien raide à jouer là-dedans. Donc, ça reste très important pour nous. C'est quelque chose qu'on va attaquer un peu plus en 2023, mais on est sensible à le fait qu'il y a un championnat provincial, qu'il y a des séries éliminatoires, qu'il y a un tournoi des champions, un peu la même chose, qu'il y a une certaine rigueur au niveau du nombre de parties de calendrier qu'on peut axer un peu plus, vu que c'est des joueurs plus vieux. On peut mettre l'accent un peu plus sur la compétition, etc., avec des réglementations uniformes, comme on parlait tantôt, là, au niveau des manches, repas désignés, etc. Donc, on veut quand même avoir un encadrement spécifique et non pas un laisser-aller, tout ça, pour ce groupe de joueurs-là. Si on s'en va du côté 11U, c'est la même chose, évidemment, qu'un nombre de matchs un peu plus limité pour les raisons que vous savez, sûrement, et avec des tournois, des sélections, tout ça. Évidemment, quand on parle du haut niveau, puis on parle du développement de l'élite, vous avez vu que le 11U 2A, même si c'est les meilleurs joueurs de ce groupe d'âge-là, ne sont pas incorporés dans ce modèle-là de haut niveau d'élite, si vous voulez. Puis, on va parler un petit peu plus des raisons pour lesquelles dans les prochains éléments. Et ben, justement, l'âge et la détection de talent. À partir de quand qu'on enfile un petit manteau de Tennis Canada, à partir de quand qu'on a un manteau de l'équipe du Québec de baseball, à partir de quand qu'on va élitiser notre sport, qu'on va dire, OK, là, vraiment, là, lui est sur l'équipe nationale, il y a 11 ans, wow, c'est à partir de quand ça se fait. Donc, c'est tous les sports ont adressé un petit peu de ce constat-là. C'est à partir de quand qu'on commence vraiment à s'occuper de détection de talent. Nous, on a évoqué tantôt dans la catégorie là, du 13U, donc on parle de 13 ans, évidemment, 13U, là, 13, 14. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on en dit un peu plus au niveau de la science. Bien, dans son manifeste, le ministère de l'Éducation, dans le développement sportif, mentionne 3 critères. 3 énoncés qu'on doit tenir compte. Qu'un même talent peut se manifester à des âges différents. Bon, on sait qu'il y a des jeunes, des fois, que dans le 13 ans, ils ne sont pas wow, puis tout à coup, on arrive à 17 ans, puis ils font l'équipe du Québec, on se dit wow, c'est fantastique. On sait que les talents apparents d'un individu changent avec le temps, puis on sait que le talent peut se dissiper au fil du temps. Bon,
Ça, c'est trois énoncés que la science nous dit, mais qu'en même temps, on regarde ça et on se dit, bon, OK, là, je ne suis pas plus avancé, là, je n'ai pas plus en main. Quand tu vas un peu parcourir la littérature scientifique qui nous a servi un petit peu pour notre ouvrage, ben, on se rend compte que pour les sports de force vitesse, on était un petit peu plus, clair. Donc, dans les sports qui demandent de la puissance, c'est toujours la variable la force fois la vitesse, ben, on dit que tant qu'on n'a pas atteint notre poussée hormonale, qu'on va l'utiliser absolument pour rien, puis que c'est pas, on n'est pas dans cette étape-là, et c'est plus ou moins pertinent tant qu'on n'a pas eu ce boom-là physique. Et ce boom physique-là, ben, ça coïncide avec la croissance et la grandeur des segments. Donc, tant qu'on n'a pas eu ce boom de croissance-là, ben, tout ce qu'on va faire pour l'utiliser, on le fait peut-être pour rien parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Bon, donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, ben, la science aussi dit que la motivation des jeunes, selon beaucoup d'études qui sont faites, qu'on a souvent plus des parents plus motivés que des jeunes motivés. Donc, le jeune qui veut vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier à 11 ans pour son sport, ben, ça pourrait correspondre un peu aux souhaits des parents un petit peu là-dedans. L'autre chose qu'on sait, c'est que la motivation peut se perdre très rapidement si un jeune finit par s'écœurer de son sport. Donc, c'est quelque chose d'être très sensible. Autre aspect aussi qui est typique peut-être à la génération qu'on a en ce moment, c'est l'espèce de phénomène de permutation facile. Ça veut dire quoi? Un jeune va sur son téléphone, il écoute la télé en même temps, il est sur une tablette, il a beaucoup de difficultés à avoir une attention particulière sur un aspect. Il est enveloppé de paquets de stimulation et il est né dans ce créneau-là d'être hyper stimulé par un paquet de variables. Donc, le fait d'arriver dans un sport puis avoir une coupe d'échecs en ligne, ben, ça se peut très facilement qu'ils disent que moi, mon cours de judo, je suis tanné, puis j'ai le goût de faire autre chose, mais je ne vais plus à mes cours de judo. Tout est beau, il n'y a pas de problème, on s'en va dans un autre sport. Donc, si on a le malheur de mettre quelque chose qui serait peut-être trop intense trop tôt, on risque d'accentuer un peu ce processus-là. Et tant qu'on n'a pas établi si ça vaut la peine de mettre, encore une fois, tous nos jeux dans le même panier, ben, il y a des coûts familiaux reliés à ça. Un, le budget des parents, évidemment, parce que le sport d'élite coûte cher à tous les niveaux. J'ai toujours l'exemple de ma fille qui, il y a quelques années, faisait des cours de violon à 100$ de l'heure, puis j'étais comme... je ne peux pas croire que je paye pour endurer ça dans la maison par la suite, mais ça, c'est un autre débat. Donc, les coûts familiaux, le temps que les parents vont prendre, le transport, etc. Donc, tout ça fait en sorte que ça ne vaut peut-être pas la peine tant qu'on n'a pas une lecture plus approfondie de notre athlète par rapport à la détection de talent. C'est ça, la science parle qu'avant 13 ans, là, en bas de 13 ans, on perd vraiment notre temps pour la plupart du temps à essayer d'élétiser ou de dire lui, ça va faire tout un joueur, etc. Que pendant de rares occasions, en bas de 13 ans, il faut comme regarder un petit peu ailleurs et attendre qu'on arrive dans cette braquette d'âge-là. Un peu ce qu'on avait déduit un peu plus tôt là, dans notre exposé. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ailleurs dans le monde, on a comme deux extrêmes un peu à vous présenter. Ben, d'abord, il faut regarder du côté américain. C'est sûr, le côté américain, c'est là que ça se passe, le baseball, etc. Donc, il y a des choses qui font très bonnes puis des choses moins bonnes. La plupart de leur baseball de haut niveau puis de compétition est beaucoup centré avec les écoles, donc match avec l'école puis le sport. Mais évidemment, l'été, ça reste qu'ils continuent à jouer au baseball et il y a des ligues d'été. Qu'est-ce qui est très populaire aux États-Unis, évidemment, c'est les traveling teams. Il faut savoir que ça, c'est une vache à lait incroyable pour amasser énormément d'argent. Il y a des coachs qui sont millionnaires à avoir des traveling teams qui se promènent tout partout aux États, dans certaines régions, à partir d'avril jusqu'à novembre. Et ces coachs-là font de l'argent parce qu'ils font miroiter à des parents de 9, 10, 11 ans que si on les amène sur les campus de tournois des collèges américains, ils vont se faire voir plus tôt, ils vont être capables d'avoir des bourses d'études à 16, 17 ans parce que les collèges vont déjà les connaître, etc. Donc, il y a un petit peu une grosse gamique, une petite mafia là-dedans là, qui s'installe bien gros par rapport au tournament team. Et bien évidemment, le championnat du monde, Little League, que tout le monde connaît bien, qu'on regarde et qui est excitant à voir, évidemment. Ben, c'est pas sans rappeler que c'est un championnat du monde pour des 12 ans et moins. Donc, dans pas mal tout partout dans la littérature au monde, c'est pas quelque chose qui est encouragé, même si ESPN en font une gloire à chaque année et on l'écoute nous aussi. Évidemment, ça amène un phénomène qui est très particulier aux États-Unis présentement. S'ils ont des blessures qu'ils n'ont jamais vues, des blessures d'usure,
Il y a je pense qu'il y a un record présentement d'opération Tommy John là, pour des enfants de 11, 12, 13, 14 ans, qu'on n'avait jamais vu auparavant aux États-Unis là, des 10 dernières années. C'est ça. Donc, ça amène des petits problèmes, ces fameux Training Teams-là. Et vous avez un autre pays qui s'en va dans une direction complètement opposée, qui s'appelle la Norvège, un des pays scandinaves qu'on aime bien, nous, au Québec, se coller dessus un peu dans notre idéologie néolibérale un peu. Et vous regardez, bien évidemment, la Norvège est à côté de la Suède, de la Finlande, un pays scandinave, etc. Et eux, ils vont avec des jeunes de façon complètement contraire. C'est qu'il n'y a aucun classement avant 13 ans dans leur ligue de compétition. Ils n'ont jamais le droit de se déplacer à plus que 30 minutes pour jouer un match, un entraînement. Puis, ils n'ont pas de compétition nationale avant l'âge de 15 ans. Donc, c'est dans les régions que ça se passe. Puis, c'est local beaucoup. Ça sort un petit peu des régions de temps en temps. Et même par rapport à l'enfant, pour être sûr qu'il ne soit pas blessé dans son développement ou que tout le monde respecte ça, ils ont même fait un code sur les droits de l'enfant qui applique et il y a des sanctions, même au niveau législatif, à des personnes qui essaieraient de transgresser ça en fonction des enfants pour vraiment respecter le droit des enfants. Donc, tout ça pour dire que c'est une approche très, très ludique qu'on se dit, bon, ben, OK, c'est très récréatif, on va encourager les familles à tomber en amour avec le sport, puis à participer, mais pas aller trop loin, N'empêche qu'il y a un phénomène assez particulier, c'est que si nous, on est 8 millions au Québec, ben, pour une population de 5,2 millions, la Norvège, ils ont battu un record de tous les temps pour le nombre de médailles d'or dans les Olympiques d'hiver lors des derniers Jeux olympiques. Avec 39 médailles, qui est un sommet qu'on n'a jamais atteint. Donc, ils ont une recette. Évidemment, il y a beaucoup de ski, puis il y a beaucoup de possibilités de médailles dans ces braquettes-là, mais n'empêche que pour un pays de 5,2 millions d'habitants, si on regarde par rapport aux États-Unis, l'équivalent en nombre de population, ce serait pas loin de 3000 médailles qu'ils auraient gagné si on avait la même population. Donc, c'est assez fascinant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Tout ça pour dire qu'on a des défis, par rapport à Baseball Québec, par rapport à l'âge et la détection de talent. Autant au Canada, le sport pour la vie, on parle de littératie physique, d'obtenir des compétences physiques, la confiance, motivation, puis d'apprendre plus des habiletés de vie. Vous êtes plus sensible à avoir entendu le fait d'être réceptif au sport. Avoir beaucoup de sport, à faire beaucoup d'activités, etc., puis d'être multisport dans nos définitions. C'est sûr que certains sports de glisse en particulier, tout le système vestibulaire au niveau de l'équilibre, tout ça qui est important à développer très jeune. Mais bref, on sait que plus qu'on a de sports différents, plus le système nerveux va bien réagir à certaines occasions de stress de compétition. Et pour nous, en sport-études, c'est évidemment un défi. Parce que cette approche multisport-là, le ministère va parler de formation globale et polyvalente. Bien, nous, on doit mettre un temps consacré au baseball et consacré à ça. Donc, on est sensible par rapport à dire qu'en secondaire 1 et 2, on est dans le 50-50 au niveau des habiletés de baseball versus les habiletés physiques à développer. Puis, on s'en va de plus en plus vers les fameux tous les œufs dans le même panier on arrive un peu plus vieux. Évidemment, bien, tout ça, c'est dans le modèle de développement aussi pour tous les niveaux de secondaire. Si vous regardez un peu, on parle de la découverte, au développement, de l'engagement. Rapidement, on parle d'une approche avec toutes les positions qu'on va faire, une variété dans les sports, dans les activités sportives qu'on va emmener. Si on regarde plus en développement, ben là, on parle d'être confortable à 2-3 positions, incluant les lanceurs. L'engagement, on parle de début de la spécialisation appropriée. En compétition, ben là, on va adapter sa position en fonction de la croissance. Ça veut dire que je suis devenu gros, grand et fort. Ben, je ne pouvais plus être receveur parce que j'étais trop petit, là, je peux être receveur. Ou je cours tellement vite maintenant que là, être receveur, c'est plus pertinent. Ma vitesse, je la perds, ben, je suis devenu un champ-centre. Là, on va s'adapter par rapport au boom physique qu'il va y avoir. Et finalement, on va se dire à quelle position je suis le meilleur pour être capable de faire une équipe de performance. Donc, tout ça, tout ce processus-là, ben, il va falloir qu'on le mette dans tout notre déroulement aussi estival pour en faire une suite logique. Donc, on a beaucoup de jasettes à avoir pour les prochaines années. Oups, j'ai parti du actuel. All right. Et je vous conclue en parlant d'âge relatif. C'est un phénomène qui est assez important. Puis que le rapport de Better Sports a été sensible à ça. Il s'agit simplement de dire que dans une cohorte annuelle,
où ce que le groupe d'âge est du 1er janvier au 31 décembre, comme le hockey, comme le baseball, ben à ce moment-là, les athlètes qui sont nés dans les premiers mois de l'année sont toujours avantagés versus les derniers mois de l'année parce que leur croissance, quand ils étaient jeunes, ben même plus tard, s'est fait beaucoup plus rapidement. Donc, ils sont devenus matures physiquement un peu plus tôt que les plus jeunes en bas de l'année. Et à cause de ça, ben, ils ont eu accès à faire des équipes 2A. Ils ont eu des meilleures heures de patinoire, des meilleurs entraîneurs, des meilleurs adversaires. Donc, ils ont été dans une bulle d'un entraînement qui a fait en sorte qu'ils ont été favorisés tout le long du parcours. Et évidemment, ben, on se dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? C'est-tu vraiment un impact, etc.? On vous donne quelques exemples. Je vais parler de la classique Claude Raymond, où on a regroupé les 2 dernières années, donc 180 joueurs, c'est 2 fois 90. Les 2 dernières sélections, si on remarque, ben, on a étendu tous les mois de naissance de ces joueurs-là. Ils vont marquer qu'on a plus du corps qui est né dans les 2 premiers mois. Et on est à 44 dans les 4 premiers mois. Normalement, on devrait être à peu près rendu ici là, pour les 44 etc. Donc, c'est très clair qu'on voit que les joueurs plus vieux ont plus de maturité physique, donc c'est plus facile pour eux de faire la classique Claude Raymond. Et plus qu'on va élitiser ce groupe-là, donc plus qu'on va restreindre, on va prendre les meilleurs. Donc, à chaque classique Claude Raymond, on suivait quelques semaines après avec l'équipe du Québec des 15U qui allait au championnat canadien. C'est 18 joueurs. On a pris les 5 dernières années pour faire 90 joueurs. Les chiffres parlent un peu. Et là, c'est amplifié encore. On regarde, on est à 28 mais regardez les 4 premiers mois, on obtient 56 des joueurs qui sont dans les 4 premiers mois et seulement 10 des joueurs qui sont dans les 2 derniers mois. Donc, l'effet d'âge relatif avantage toujours ça. Donc, nous, évidemment, pour pallier à ça, on n'a pas 22 solutions. On ne peut pas arriver à décréter qu'à partir de l'année prochaine, ben, les groupes d'âge maintenant, c'est du 1er juillet au 30 juin, puis dans 2 ans, on change ça, puis on va revirer fou. Donc, il faut faire avec, il faut trouver des façons qu'on soit capable de colmater ça. Et c'est qu'est-ce qu'on a voulu faire dans notre fameux 15U3 qu'on va démarrer, où ce qu'on va permettre à des 16 ans qui sont nés dans les 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre, d'être capables, s'ils sont assez bons, de jouer dans ce calibre de jeu-là. Évidemment, ça va être des secondaires 3 comme tous les autres. Ils sont en secondaire 3, sont juste parmi les plus vieux du secondaire 3, mais parmi les plus jeunes par rapport au baseball. Donc, ils sont dans le même groupe scolaire, en guillemets, puis ils sont dans la même école, donc ce n'est pas un gros traumatisme, mais on permet un maximum de 3 joueurs, parce qu'évidemment, en prenant un 16 ans, évidemment, si tu as 16 ans-là, tu es assez bon pour jouer dans le 17U 3A, c'est là que c'est sa place. Mais s'il est à cheval, il n'est pas assez bon, puis on voit qu'il a du talent, puis il est né les 3 derniers mois, on va essayer de l'insérer ici. Évidemment, on parle d'un maximum de 3 joueurs par équipe parce qu'on ne veut pas enlever trop de joueurs, mais on sait quand même que le 15 ans ou le 14 ans 2A va quand même avoir un encadrement intéressant qu'on est en train de créer en arrière. Donc, ça ne sera pas nécessairement une perte. Il tombe dans un niveau quand même très respectable et très le fun à jouer, même s'il n'est pas dans le 15U3. Donc, on veut, bref, pour la première fois de leur vie, les joueurs nés dans les 3 derniers mois vont être avantagés par cette structure-là. Et ça nous amène aussi à parler, à conclure, de l'équité de compétition. Si vous regardez par rapport à ce qui se fait déjà avec Baseball Canada, ça fait longtemps que les Jeux du Canada ont 2 divisions où on utilise une division forte. Les meilleures équipes sont dans une division, puis une division plus faible. Évidemment, tout le monde peut se retrouver en finale sans problème. Mais le concept des Jeux du Canada, où on a division forte, division faible, où on a une équité de compétition, Baseball Canada la transcende depuis plusieurs années qui fonctionne comme ça. Et c'est quelque chose qu'à Niagara Falls, aux Jeux du Canada cet été, qui va augmenter. C'est une compétition de 17U. Et la compétition, bien évidemment, 17U, mais l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique vont avoir des joueurs de 17U seulement. Et toutes les autres provinces vont avoir un certain nombre de joueurs de 18 ans pour pallier à leur situation démographique qui est moins élevée que les 3 provinces de premier plan. Donc, puis ça va amener même qu'une province comme Terre-Neuve va pouvoir utiliser le nombre de joueurs de 18 ans qu'ils veulent. Donc, par rapport à
à l'âge relatif et on va s'en servir pour avoir une certaine équité de compétition. Et l'équité de compétition, j'adore cette image-là de dire que ce n'est pas nécessairement que tout le monde est égal. Être tout le monde égal, ça ne veut pas dire qu'on a de l'équité. On voit que Terre-Neuve est sur 2 bancs puis que le Québec, il n'y a pas de banc là. c'est fait. Donc, c'est quelque chose qui est bien le fun puisque ça fait des parties beaucoup plus enlevant. Puis je vous dirais que si un bel exemple de ça, c'est nos filles de 16 U qui vont au championnat canadien. Maintenant, on a 3 divisions. Le Québec a 2 équipes. Il y a une équipe de 14 ans qu'on s'en va dans la division ici. Puis, il y a une division évidemment forte, moyenne et un peu plus faible. Et ça permet que, je pense que la dernière année, je pense qu'on a eu 75% des matchs qui sont soldés par 2 points et moins à l'intérieur de l'événement. Donc, c'est vraiment le fun pour la compétition. Et c'est d'ailleurs un modèle qu'on imite Baseball Québec avec les Jeux du Québec. Nos 2 derniers Jeux du Québec ont été avec des 6 divisions de calibres différents, de la plus forte et de la plus faible. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant avec nos tournois des médailles qu'on vous a parlé tantôt dans le niveau 2A, que chaque club ait une compétition, un beau défi devant lui qui fait ça. On termine. Oui, c'est ça. Puis le joueur trop dominant, quand on parle d'équité de compétition, est-ce qu'un joueur trop dominant, un lanceur Pee-Wee qui a une moyenne de 12 retraits au bâton par match, où il y a 6 balles frappées dans le champ intérieur, lui-même en cap 2-3, il n'y a personne qui joue, bref, les frappeurs de l'autre côté ont peur de se faire atteindre, il y en a 2 peut-être qui ont le goût d'aller frapper. Bref, est-ce que ce joueur-là, il collabore à rendre une bonne équité de compétition et qu'est-ce qu'on aurait pour lui? On va terminer justement avec ça. Comment on fait pour aider à développer le talent? Bien, l'utilisation des plus grandes distances de jeu, c'est un gros must pour nous. Ça veut dire que contrairement à certains sports comme le hockey où les patinoires plus grandes vont juste faire en sorte que les athlètes vont démissionner sa rondelle, qu'un terrain de basket ou un filet de basket trop haut, ben, le joueur va dégager au lieu de shotter. Ça va être trop loin pour lui. On pense que pour des joueurs de 15 U3 qu'on va faire, on va utiliser le terrain de 60 pieds, 6 pouces, 90 pieds, donc les terrains de calibre midget 3 junior, pour que justement ces 15 U-là profitent du terrain, d'un terrain de jeu plus grand où ils vont être obligés de lancer plus fort, de courir plus vite, plus longtemps, puis ils vont être obligés de frapper plus loin. Ils n'ont pas le choix là, pour délire le terrain, ils sont obligés de faire ça, puis notre coach n'a pas encore ouvert la bouche. Donc, juste pour les améliorer, on n'a pas le choix. Évidemment, on parle des meilleurs. Les meilleurs, ça veut dire que si le petit joueur d'arrêt court n'a pas la force, la vélocité dans le bras, il n'a pas assez un bon jeu de jambes, puis que les balles ne se rendent pas au premier but, on n'est pas avancé. Là. Le terrain ne correspond pas à lui. Mais pour ceux qui ont plus de talent, comme notre exemple de 3 présentement, le fait de jouer sur un terrain plus grand fait en sorte qu'on arrive par la suite à 16 ans dans le même terrain. Et là, on s'en va avec des bâtons de bois au niveau du 17U3A. Bien, il n'y a plus l'adaptation du bâton de bois plus terrain plus grand. Il y a une adaptation, puis c'est le bâton. Le terrain, on est familier, on connaît les dimensions, on s'est habitué et ça fait une adaptation plus rapide. Et ce joueur-là de 16 ans n'est plus contrarié par le terrain une année plus tard et ça paraît énormément à 17 ans pour augmenter ses chances d'équipe nationale et de faire l'ABC, évidemment. Et on veut là-dedans, c'est bien important de créer des meilleures oppositions. On veut trouver le moyen dans toute la structure de haut niveau qu'on ait toujours le bon challenge. Si on a trop d'échecs, évidemment, ce n'est pas bon, mais on sait que les jeunes, surtout d'aujourd'hui, que s'ils sont une coche, si le challenge n'est pas assez fort ou sont une coche plus fort que le challenge, il n'y a pas grand chance maintenant, là, avec les générations qu'on a, qu'ils vont essayer de tout faire pour se dépasser, pour être 3 coches en haut de la surface. Et ils vont en général s'adapter au challenge, puis pas en faire bien plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, l'opposition. Et un autre morceau qu'on trouve vraiment important, c'est de surclasser le 13U exceptionnel. Donc, celui qui est plus gros que les autres, qui est plus grand, bien, lui, on peut se permettre, qui ne respecte pas l'équité de compétition de l'autre slide qu'on a vu, entre autres. Lui, c'est important, mais il faut que ça corresponde à du talent. Donc, ce n'est pas l'équipe de 15U2A qui dit moi, j'ai pris ce 13 ans-là parce que je n'avais pas de catcher. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment d'arriver et lui, le 13 ans, il est exceptionnel, il a du talent pour lui permettre d'accéder à un autre niveau, on veut le prendre. Évidemment, ça correspond aussi à des critères de sécurité. Si on regarde la différence des grandeurs, une photo Little League, c'est clair qu'au niveau du 13 ans et moins,
c'est de loin la catégorie où les physiques sont le plus disparates et en quelle, tu sais, pourquoi ce kid-là, sa compétition serait anéantie parce qu'il y a un gros costaud, que sa croissance est faite plus mature, puis que lui vient inhiber un peu son. Tu sais, pourquoi lui ne profiterait pas d'un terrain plus grand, d'une meilleure compétition, justement, parce qu'il est rendu là dans son développement physique. Puis pourtant, si on regarde, bon, évidemment, les sports de combat, la distribution des athlètes se fait en fonction du poids. Si on regarde l'haltérophilie, on a des catégories de poids et non pas d'âge. Vous regardez en plongeon, à un moment donné, quand tu es capable de faire certaines routines, ben, tu peux te ramasser aux Olympiques à 14-16 ans. Tu n'es pas obligé d'avoir 21 ans. Donc, l'âge, quand on a un certain talent, on a une croissance qui s'est faite plus rapidement, ben, pourquoi ne pas profiter, s'il est exceptionnel, de le mettre dans une dimension de terrain bantam, 15 ans et plus, et profiter d'un terrain plus grand pour l'accueillir. Évidemment, il faut faire attention du côté social de notre kid, mais je tiens à vous de dire, hey, si le 13 ans, il est avec des 14-15 ans, c'est une bonne influence, il va se faire intimider. C'est super important d'en penser. Je reviens avec l'âge relatif. C'est quelque chose qui est sorti dans le DLTA, qui ont collectionné pendant 4 ans les championnats canadiens, qui n'étaient même pas des équipes d'étoiles, mais des équipes originales. Regardez la distribution, encore une fois, des joueurs les plus vieux, des premiers mois versus les derniers mois. Ben, il y a très bonne chance que ces 13 U exceptionnels-là soient exactement les genres de 13 ans qui se retrouveraient dans les premiers mois de l'année. Donc, en étant dans les premiers mois de l'année d'un regroupement, ben, ils sont à quelques mois des fameux joueurs de 14 ans qui sont nés dans le mois de novembre, décembre, octobre, novembre, décembre. Donc, ils sont possiblement sur les mêmes bancs d'école que ces kids-là. Donc, ce n'est pas nécessairement un gros traumatisme qui joue dans un niveau plus élevé. Évidemment, le facteur psychologique est important. Si c'est un kid qui n'a pas confiance, qui n'est pas bien, etc., ben, le fait de le faire surclasser, ce n'était pas l'idée du siècle à ce moment-là. Mais c'est sûr que psychologiquement, il faut quand même qu'il y ait un bon challenge et qu'il soit capable de dealer avec ça. On pense qu'en mettant les 15U 3A, on a sorti de cette façon-là les 25 des meilleurs joueurs de 15 ans, on les a sortis du 15U 2A en les mettant dans le 3A. Bon, on pense que ce joueur-là exceptionnel va passer de exceptionnel au niveau 13U à je joue dans un terrain supérieur, dans un groupe d'âge supérieur pour une année, ben, je vais passer de excellent à très bon. Et il ne faut surtout pas qu'on passe de. Le but, ce n'est pas de passer de bon à ordinaire moyen. C'est vraiment de passer de très bon à bon. On pense que le fait de ce 13U-là, jouer contre des 14-15 dans un terrain plus grand, va faire en sorte qu'en 2023, il va maîtriser le terrain et il va être vraiment un joueur exceptionnel. Puis qui va faire le 15U l'année d'après ou encore l'ABC, il va cheminer plus vite parce qu'on lui a donné l'opportunité d'aider son talent à se développer. Donc, c'est un peu les grandes lignes qu'on a. Là, c'est le lanceur de relève, ça veut dire c'est à votre tour. On va sortir du stop sharing. Et voilà. Donc, c'est un peu grosso modo les grandes lignes. Est-ce que vous avez des questions? Oui, OK, on a une question de dire qu'il y a certains joueurs, justement, des 13 ans qui sont nés dans les derniers mois, donc la croissance n'est pas faite, puis automatiquement, ben, vu que le groupe d'âge, on les monte dans le bantam, on les monte dans le 14-15 ans, puis qu'on n'est pas prêt physiquement. Y a-t-il une pensée qui pourrait être faite pour garder ces 13U-là, 2A, mais qui sont nés dans les derniers mois, un peu dans l'exemple des 15U qu'on a fait? Présentement, Patrick, on n'a pas adressé la situation. On va statuer comment qu'on va gérer ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être être adressé. C'est une très bonne question là, de dire est-ce qu'on ferait pareil avec les plus jeunes? Il faut faire attention. C'est dans un monde parfait, par contre. Moi, je serais tellement de dire OK, ton talent, c'est ça, ben, la catégorie qui appartient à ton talent, c'est ça. Il faut tenir compte des groupes d'âge. Il faut tenir compte de la relation. Tantôt, on parlait d'un jeune qui montait de niveau. Il faut penser qu'un 13 ans qui s'en va jouer des 14-15 ans, son père l'amène en auto à la partie, il fait la partie est finie, ça retourne.
il ne va pas prendre une bière avec les boys et on est dans un autre contexte un peu. Là, que c'est peut-être quelque chose à étudier. Présentement, ce n'est pas dans nos priorités, mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être adresser à un moment donné. Là. Le joueur late d'âge midget peut-il se présenter directement au camp Bantam ou doit-il passer par le camp midget 3 avant? C'est midget 3 avant, sa premier endroit. Donc, on veut que le joueur qui a 16 ans late, là, des 3 derniers mois, on veut absolument qu'il fasse le midget 3. Et s'il n'est pas capable de faire le midget 3, à ce moment-là, ben, on peut regarder du côté Bantam 2. On est pas mal des mêmes organisations qui gèrent les deux. Donc, il y a moyen de regarder les possibilités, c'est sûr. Mais c'est ça. Mais ça sera pas. Le but, c'est pas que tu fasses que si tu es retranché le dernier du midget 3, genre qu'il n'y a plus de place dans le bantam. Non, c'est pas ça le but. Là. Ça dépend aussi des positions, ça dépend d'un paquet de facteurs, mais c'est une ouverture qui est le fun qu'on n'avait pas auparavant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Good. Bravo pour l'initiative du late 16 ans. C'était un bon premier pas dans la bonne direction. Good job. Merci. J'ai un message sur mon téléphone. Sylvain, tu es vraiment exceptionnel. C'est fantastique de t'entendre. Puis j'ai rarement entendu ça. Bon, super. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Comme je dis toujours, vous ne vous gênez pas s'il y a des questions qui viennent pour le tard, si vous avez des choses à m'adresser directement par courriel. Je réitère toujours qu'on est une entreprise de service et c'est à nous d'être à votre service et non pas le contraire. Donc, ça me fait plaisir de répondre à toutes les questions. Ou si vous voulez discuter au téléphone, il y a des choses qui ne sont pas claires, pas bien saisies, vous ne vous gênez surtout pas, puis vous êtes toujours les bienvenus. Vous faites partie de la solution encore plus que moi dans toute la situation. Donc, c'est ça. D'autres questions? Messieurs, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci beaucoup de votre écoute, puis on se souhaite à la prochaine.